Bonjour Mariette Montpierre. Bonjour Barbara. Comment ça va? Très bien, je suis ravie d'être ici. Enfin? Enfin. Au bout d'un long voyage, on dirait, non? Oui, parce que j'ai pris le bateau du port de la marina de Pointe-à-Pitre jusqu'ici, à travers la Dominique, pour venir spécialement vous rencontrer et faire votre émission. Quel honneur, Mariette. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait un moment qu'on se parle par mail interposé, WhatsApp. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Mariette? Je suis Mariette Montpierre, née en Guadeloupe, autrice, réalisatrice, productrice, et je fais rêver les spectateurs, les auditeurs, en leur offrant des histoires, des narrations hors du commun pour qu'ils rêvent, pour les divertir et pour aussi les conscientiser et leur faire devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Mais alors, vous êtes née à Pointe-à-Pitre. Oui. On peut dire d'un père inconnu, c'est votre père inconnu, père inconnu, parce qu'il faut le dire, parce que ça se voit, ça se retrouve dans vos films. Complètement. Alors, les fictions notamment, on va y venir. Et puis, vous êtes franco-américaine. Oui, je suis franco-américaine parce que quand j'ai grandi à Paris, après être née en Guadeloupe, je suis partie à Paris. Ma mère nous a emmenés, comme beaucoup d'enfants. Et très vite, j'ai compris que la France n'était pas l'endroit où j'allais pouvoir m'épanouir et devenir la femme que j'avais envie d'être. Et mon but, dès l'âge de 12 ans, c'était de partir aux États-Unis, à New York. Et c'est ce que j'ai fait à l'âge de 18 ans. Je suis partie aux États-Unis. Et puis après, je ne suis plus jamais revenue. Et alors, vous êtes tombée dans le cinéma. D'où vient cette rencontre? D'où vient cet amour du cinéma, cette envie de raconter des histoires? En fait, l'amour du cinéma vient de ma tante Monique, qui vient de décéder le mois dernier. Elle était la première caissière du cinéma La Renaissance sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Et j'allais voir des films. Elle nous faisait rentrer par la petite porte gratuitement et je voyais les films de Hollywood, de Bollywood, des péplums, des westerns, plein de films français, des films de western et des films religieux. Et cela a nourri mon imaginaire dès l'enfance. Et j'ai toujours su que je voulais travailler dans ce milieu. Quel film précisément? Est-ce que vous avez Oui, je me rappelle, j'ai vu Les 10 Commandements, j'ai vu Samson et Dalila, j'ai vu Gone with the Wind, Autant n'emporte le vent, j'ai vu Django, j'ai vu plein de films de Bollywood dont je ne me rappelle pas le titre, mais c'est surtout les films américains, les westerns qui m'ont marqué. Avec John Wayne. John Wayne, la totale. Et vous avez appris? Ou bien vous êtes autodidacte? Alors, les deux. J'ai fait beaucoup de travail sur les tournages des autres. Et je suis aussi allée à l'école dans une université américaine. J'ai appris le cinéma, la radio, la télé. Et puis après, quand je suis allée vivre à New York, eh bien, j'ai continué à me former dans l'université de New York, NYU Film of School. Et alors, c'est vrai que vos films, enfin les œuvres de fiction, votre vie, votre réalité n'est jamais très loin. Le bonheur d'Elsa, par exemple, qui est votre long métrage de fiction, qui est sorti en 2012 et qui sera projeté là, ces jours-ci, à New York, dans le cadre de la fête de la francophonie, du festival de la francophonie. Il va représenter la Guadeloupe. Oui, exactement. Le bonheur d'Elsa, donc il a obtenu de nombreux prix. En fait, Elsa revient en Guadeloupe, elle est en France, elle revient en Guadeloupe contre l'avis de sa mère. Elle va à la recherche de son père. C'est votre quête aussi? Alors, c'est ma quête, puisque je n'ai pas connu mon père, et c'est une histoire partiellement autobiographique. J'ai toujours eu envie, quand j'étais enfant, de voir les yeux de mon père, de le toucher, de savoir à quoi il ressemblait. Et je faisais toujours ce même rêve où il me serrait dans ses bras très, 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 très fort. Et un jour, j'ai rêvé tellement fort que je pensais que c'était la réalité. Et quand je me suis réveillée, c'était comme s'il m'avait serré pour de bon. Et à l'âge de 18 ans, je suis retournée en Guadeloupe dans le but de le chercher. Et je l'ai trouvé très vite parce que c'était un notable, tout le monde savait où il habitait, il était dans la politique et je l'ai rencontré. Et c'est un peu cette histoire que je raconte. Je l'ai bien sûr fictionnalisée, mais la base est la même. C'est pas exactement la même chose qui s'est passée, mais j'avais besoin en fait de raconter cette histoire comme une thérapie et aussi pour dire que pour conscientiser les hommes sur la difficulté de vivre
quand on ne connaît pas son père ou quand on a peu de relations avec son père. Et je sais d'où ça vient, cette attitude un peu de papillon chez les Antillais et chez les Noirs américains, puisque c'est comme ça dans toutes les sociétés post-esclavagistes, où l'homme n'avait pas le droit de s'occuper de ses enfants. Il était complètement hors de ce circuit. L'enfant appartenait au maître de la mère et non pas du père. Et souvent, le père, il batifolait ailleurs, dans d'autres plantations. Il était vendu ou revendu quelquefois dans d'autres îles. Donc, l'homme antillais ou américain n'a jamais eu l'habitude de s'occuper de leurs enfants. Et ça a été... ça a continué, ça perdure, même maintenant, même si ça change un petit peu. Et je voulais parler de cette relation père-fille et de la blessure sentimentale qui existe vraiment quand on n'a pas grandi avec son père, quand on n'a pas vécu ou même quand on ne connaît pas son père. Il vous a regardé ? Il m'a regardé. Parce que dans le film, non, il ne m'a pas regardé. Et en fait, j'ai passé toute la journée... il ne vous a pas regardé? Non, il ne m'a pas regardé. Et au bout, à la fin de la journée, il est venu, il s'est assis à côté de moi et à côté de sa femme, qui, elle, n'était pas du tout au courant de l'histoire. Et elle lui a dit, alors raconte-lui l'histoire de sa naissance. Elle était très ironique, elle s'appelait Claire, elle était merveilleuse. Elle m'a vraiment reçue avec beaucoup de chaleur. Et parce qu'elle m'a dit, je comprends pourquoi une fille veut rencontrer son père. Donc elle était merveilleuse et je la remercie. Elle est morte maintenant, donc paix à son âme. Mais mon père, lui, il lui a répondu en disant, si... avec une tignasse comme la vôtre, vous ne pouvez pas être ma fille. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le film. C'est exactement ces mots. C'est désiré, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qui m'avait choquée. Je n'ai pas compris cette phrase au départ. Mes cheveux, qu'est-ce que mes cheveux ont à faire là-dedans? Eh bien, c'est après simplement que j'ai réalisé l'histoire de mauvais chivet, bon chivet, peau claire, peau foncée. C'était une histoire de classe sociale que lui, il ne supportait pas d'avoir une fille avec les cheveux crépus, alors que lui, il est noir lui-même, mais il est carteron, donc très clair, très blanc, clair de peau. Et voilà, je pense que je fais souvent des films pour un peu blesser, guérir de cette blessure. Et tous mes films, en fait, c'est un peu... Mais tous vos films, parce que une dernière production très grand public, une série, donc Mademoiselle New York, la jeune femme, donc c'est vraiment, on est dans l'époque actuelle, donc elle est influenceuse, elle se filme, elle fait des selfies, etc. Enfin, on ne va pas raconter l'histoire. Mais là aussi, tout commence, son père, le jour où elle naît, son père part. Oui. C'est vraiment une espèce de serpent de mer dans vos histoires. Oui, non? en fait, l'histoire du père, c'est un peu mon fonds de commerce. Hein. Oui. Mais vous êtes guérie? Non. Non, alors guéri, je ne pense pas qu'on se guérisse, je pense qu'on se rétablit, je pense qu'on vit avec, je pense qu'on fait autrement et on apprend à s'aimer. Parce que cette rupture avec le père, cette blessure, ce que ça a impliqué, c'est un manque d'amour pour moi, un manque d'estime de moi. Et il a fallu que je me déconstruise pour me reconstruire petit à petit et comprendre et m'aimer, me porter de l'amour et comprendre que je suis importante, belle, intelligente vous êtes importante, aimable. Belle, intelligente et aimable. Voilà. Et vous êtes aimable. Mais c'était un parcours long et difficile. En tout cas, vous réalisez dans votre travail, vous le disiez au début, vous voulez apporter de la joie aux gens. Et puis, il y a aussi cette démarche qui consiste à parler de nos sociétés. Vous le faites à travers la fiction, mais vous le faites aussi à travers les documentaires. Oui. Vous avez exploré donc, ce rapport effectivement aux classes ethniques, aux ethnoclasses. Oui. Et puis, vous avez beaucoup travaillé sur la musique aussi. Oui. Malavoie, vous avez fait documentaire sur Malavoie. Vous avez travaillé aussi sur la politique. Gertie Archimède, les femmes. Les femmes vous intéressent. Moi, de toute façon, mon personnage, c'est toujours une femme, parce que je trouve que nous, femmes, surtout les femmes noires, nous sommes invisibilisées. Donc moi, je me fais un devoir et un bonheur, un plaisir de mettre en scène la femme, telle qu'elle soit, quelle couleur elle soit. La femme, c'est mon sujet principal. Et puis la femme antillaise, en particulier. Là, je vais bientôt faire un documentaire sur la sexualité de la femme antillaise que je vais tourner cet été. Vous avez déjà pré-enquêté, vous avez déjà écrit? Oui, on a déjà reçu les fonds, le soutien financier. Donc j'ai hâte
de le tourner. Martinique et Guadeloupe? Oui, Martinique et Guadeloupe, puisqu'il y aura Sophie Akoma qui sera dans mon documentaire et elle est martiniquaise. C'est quoi l'hypothèse alors? Alors l'hypothèse, c'est quelle est nous, femmes antillaises, nous avons une sexualité qui est très spécifique, comme chaque communauté. Et en quoi elle est spécifique et elle est basée sur quoi? Comment est notre sexualité qui n'est pas la même que la française de la France? Parce que nous n'avons ni la même histoire. Nous sommes arrivés du bateau. Il y a eu le viol fondateur sur les bateaux négriers. Il y a eu notre religion catholique aussi, la religion de l'Afrique, vaudou, qui est avec nous. Et puis aussi des Indiens d'Inde. Les Indiens, l'influence amérindienne. La femme potomitan, le mythe de la femme potomitan, parce que moi je ne me réclame pas de cette philosophie, bien que quelque part je suis quand même une potomitante, malgré moi. Il y a eu plein de choses qui déterminent notre sexualité, le regard de l'homme noir, le regard de l'homme blanc, tout ça, on va en parler au sein de la forêt tropicale. On va s'enfermer dans un cercle de femmes. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, ça va être une libération de la parole. C'est quelque chose qui revient, parce qu'on parlait tout à l'heure de Mademoiselle New York, mais le pilote, il y a eu un pilote qui a servi un petit peu de base et de début à cette histoire, à cette série de 6 épisodes, une Guadeloupéenne à New York, et là encore, c'est un cercle de femmes, on a l'impression c'est presque Sex and the City d'ailleurs, ça m'a rappelé Sex and the City, avec Jessica Parker. Voilà. Mais voilà, c'est ça, en fait, il y a une forme, la sororité, c'est quelque chose très important, mais aussi, ça peut être très cinématographique aussi. C'est très cinématographique. Les femmes se disent des choses, elles se parlent. À dire, et quand les hommes ne sont pas là, on peut encore plus nous exprimer, on peut rire, non pas qu'on ne rit pas et on ne s'exprime pas quand ils sont là, mais c'est jamais tout à fait pareil. Et je voulais nous honorer et je voulais nous donner ce temps de bonheur, d'écoute et de sororité. Et là, ces jours-ci, votre actualité vraiment chaude, c'est le travail que vous faites sur Delgrès et notamment Pascal Danaé, le chanteur. Le groupe musical Delgrès, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, le et groupe Pascal musical. Danaé, donc des chanteurs. Delgrès, c'est quoi? C'est du K-rock, quoi. Avec, alors, c'est du rock flambé au rhum. Et bien New Orleans aussi. New Orleans style, mais chanté en créole. Oui. Et parce que Pascal, lui, il est né à Argenteuil, et mais de père et de mère antillais. Et donc, pour lui, chanter en créole, c'est un peu le retour vers son identité. Et nous avons fait une espèce de road movie, un road trip. Nous sommes allés à la Louisiane, donc en Nouvelle-Orléans, à Lafayette. Nous sommes allés, bien sûr, à Argenteuil, à Londres, où il a grandi, où il était musicien de studio. Et je parle de façon très poétique et très intime de son parcours. Et il nous raconte lui-même son histoire qui est fort intéressante et qui nous amène bien sûr en Guadeloupe. La suite pour vous, Mariette, c'est quoi? La suite, je suis en écriture pour le plus grand film que j'ai jamais écrit. Ce sera un thriller psychologique dans la baie des Haies, sur un bateau et avec plein d'éléments de supernaturel. Et puis bon... J'attends que Raphaël Confiant me donne enfin les droits de son livre sur Queenie. Quel est le titre? Non, c'est la gangster. La gangster. Oui. Mais bon, je crois que je rêve là, je rêve. Parce qu'en fait, on dit Stéphanie Sinclair. Oui, Stéphanie Sinclair. Vous parlez de Raphaël Confiant parce que vous l'avez croisé là dans les Oui, c'est vrai, je l'ai croisé dans les couloirs et j'adore ce qu'il écrit. Je rêve de faire de porter à l'écran un de ses livres. C'est encore un personnage féminin, Stéphanie Sinclair. Absolument. C'est une gangster. Voilà, gangster, j'adore les gangsters parce que j'adore aussi le cinéma de Scorsese, avec Robert De Niro. J'adore le cinéma d'action, le cinéma où il y a la violence, le sexe, la vie, quoi. La vie, quoi. Oui. La vie de tous les jours. La vie, un peu sublimée par la caméra. Oui. Et le mot de la fin, ce serait quoi, Mariette? Le mot de la fin, regardez des films et aimez-vous et soutenez-nous et soutenez mon travail parce que c'est important de se voir à l'écran. Souvent, on regarde le film des autres,
les westerns, parce c'est très important de décoloniser notre imagination, notre imaginaire. Moi, j'ai grandi en regardant les films des autres. Oui. C'est important de se voir à l'écran, c'est important que les Antillais viennent voir nos films, parce que notre imaginaire est différent et c'est bien de se reconnaître et de regarder nos histoires. Donc, venez regarder des films. Le Bonheur d'Elsa, on peut le voir où? Le Bonheur d'Elsa est disponible mais il a été diffusé. Il a été diffusé, rediffusé, mais là pour le moment, il est disponible aux États-Unis oui. En distribution, mais en France, il faudra me contacter à mariettemontpierre.com. Oui. Merci Mariette Montpierre. mariettemontpierre@gmail.com. mariettemontpierre@gmail.com. Voilà. Merci Mariette Montpierre. Et puis bon retour alors. Merci beaucoup. À bientôt.